Bonjour tout le monde, je suis chef produit chez Potech. Ça fait 5 ans qu'on travaille sur notre produit d'Archivore, qui est la surveillance externalisée de toute menace. On parle des menaces réseaux sociaux, dark web, comme dit le titre, surface d'attaque, vulnérabilité, gestion des vulnérabilités externes et bien sûr du shadow IT qui pourrait être assez récurrent dans les entreprises, dans l'industriel. Donc ce qu'on fait d'habitude, on va surveiller l'exposition externe de la cible pour ne pas seulement bloquer les opportunités aux attaquants. D'habitude, lorsqu'on parle de CFI, ou Cyber Security for Industry, on est focalisé sur l'opportunité. On bloque les opportunités, on fait la défense à multiniveau, la défense defense in depth. Nous, notre philosophie, c'est de plutôt se focaliser pas sur l'opportunité de l'attaquant, mais plutôt sur ses moyens, neutraliser les moyens de l'attaquant. Et en neutralisant les moyens, on va démotiver les attaquants. Donc, une fois il y a un serveur qui a été créé ciblant un de nos clients, on va faire le takedown. De cette façon-là, on va démotiver les attaquants. Une fois il y a une page de phishing qui se crée, au lieu d'attendre et mettre la défense in depth, et puis bloquer le lien au niveau du filtre mail ou au niveau des posts, on va le bloquer à la source pour démotiver l'attaquant une fois après l'autre. On va commencer par la première étude de cas. Passer dans le détail, on était en train de surveiller l'empreinte digitale d'une entreprise énergétique et on a remarqué qu'il y avait une fausse page Facebook qui postait, plusieurs fausses pages Facebook, qui postaient des fausses annonces de recrutement. On s'est dit par défaut, on va neutraliser. Et puis on a découvert le lien de phishing qui invitait les différents candidats à insérer leurs informations personnelles. Par défaut, on l'a neutralisé. On ne savait pas pourquoi ils avaient fait ceci. Ce n'est pas un phishing qui visait les employés ou le personnel d'ingénierie. C'était un phishing qui visait les potentiels applicants qui vont postuler pour des appels d'offres, pas des appels d'offres, des embauches, en pré-embauche. Donc, par défaut, on a détecté la page Facebook, le site de phishing, fait le takedown pour être sûr, comme ça, safe. Et aussi, on était assez chanceux que l'hébergeur nous a donné tous les détails de cet attaquant. Parce que c'est la première fois où cet attaquant postait des fausses annonces de job sur son site. On s'est dit, c'est quoi le problème? C'était quoi la stratégie de cet attaquant? Pourquoi il va passer par des faux recrutements? Il va cibler les potentiels candidats qui vont être potentiellement embauchés dans une usine d'énergie. Et lorsqu'on a détecté la source de l'attaque, elle visait 2 entreprises internationales en énergie, pas seulement notre client. On a attendu 2 mois. On a eu l'histoire de Dragos. Vous connaissez Dragos? C'est les leaders, avec Nozomi, de la protection contre les attaques ICS, qui font la surveillance en interne. Et Dragos, ils étaient assez confiants, ils ont posté une attaque qui s'est passée chez eux. Comment l'attaque s'est passée? Effectivement, j'ai un petit peu essayé de faire le zoom-in. Un des applicants à un job qu'ils avaient posté s'est fait hacker. Ils ne savaient pas comment, ils ne savaient pas pourquoi. Une fois cet applicant a reçu sur son email perso le lien d'embauche, toute l'attaque a commencé. Donc, lorsqu'on a vu cette étude de cas, on s'est dit, ah, donc les attaquants en termes d'industrie, puisque le personnel est bien contrôlé, puisque le personnel a tous les contrôles qui se mettent en place, maintenant, ils ciblent les potentiels applicants. Et une fois il est embauché, ils vont avoir l'alerte sur LinkedIn et puis contrôler son email perso pour pouvoir usurper son identité en rentrant dans le flow d'embauche chez l'industrie. On va voir ici, dans l'exemple de Dragos, qui était hyper transparent dans cette attaque, ils avaient dit que, j'essaie de faire un zoom in, une seconde. Vous arrivez à voir, c'est clair? Donc, Dragos, à T-6, ils envoient le lien d'embauche. À T0, l'attaquant s'authentifie, en rouge ici, s'authentifie en utilisant le lien d'embauche de l'email privé du potentiel candidat. Mais la zone inconnue, c'est ici, unknown. Ils ne savaient pas comment les attaquants avaient prédit que ce candidat va être embauché. En fait, ils n'avaient pas prédit. Ils avaient posté des liens de fausse embauche. Ils avaient 100 candidats et celui qui sera le chanceux, ils avaient déjà le contrôle sur son email perso qui recevra par défaut le lien d'embauche et l'accès à SharePoint ou différentes ressources en interne. Heureusement, Dragos, ils avaient une segmentation. C'est des leaders, donc ils avaient déjà segmenté leur réseau. L'attaquant avait juste accès à des données sales, des données d'intelligence, des données plutôt, je vais dire, pas confidentielles, protégées.
et ils ont pu arrêter l'attaque après 16 heures. Donc l'avantage d'avoir une solution comme Darkivore, c'était de ne pas avoir l'attaque déjà dès le début, neutraliser n'importe quelle fausse annonce de job, même si on ne connaît pas le risque. Donc on était préventif en extrême, faire le takedown, neutralisation de tout lien qui peut mentionner le client. Deuxième étude de cas. Voilà, deuxième étude de cas, le classique, l'exposition de serveurs obsolètes ou même, on va voir dans la troisième étude de cas, exposition d'API robotiques AI-powered pour faire la gestion des différentes machines. Donc, on est toujours en 2025, on a toujours les mêmes cas, on a toute la protection in-depth, la protection à multiniveau pour l'industrie, mais en fait, on a toujours des expositions d'API, de serveurs web, qui sont parfois obsolètes, parfois patchés, mais qui ont des fonctionnalités hyper administratives. En surveillant un de nos clients, on avait détecté qu'il y avait une exposition d'un serveur Oracle qui était utilisé pour le management des ressources, le management des différents dépôts. C'était dans le pharmaceutique. Et on avait détecté que cet attaquant-là avait exploité un zero day. Donc, on peut dire, oui, zero day, je ne peux rien faire avec le zero day. Non, mais à cause du durcissement et gestion de surface d'attaque, on peut prédire que même s'il y a un zero day, on pourra prendre des précautions de plus. Donc, exposer des interfaces API administratives, ou je veux dire organisationnelles en ligne, même si c'est patché, c'est non recommandé spécifiquement pour les ICS. Et heureusement, on avait détecté leur domaine, on a fait le takedown de tous les domaines qui étaient déjà blacklistés. Et on avait prédit que même si cette interface est patchée, même si l'application web est sécurisée, c'est une application Oracle, elle était patchée et sécurisée, après avoir alerté le client, dans 2 mois, il y avait le Zero Day. Donc, au lieu d'attendre le Zero Day, il vaut mieux adopter une approche Zero Trust, comme par exemple nos amis Snowpack. On peut faire le Zero Trust sur n'importe quelle API. Oui, envoyer des VPN à tous les employés et les fournisseurs, c'est impossible. Oui, il y a des solutions Zero Trust hyper faciles. Ne pas exposer, jamais exposer une interface de management spécifiquement pour les EPM, ERP qui font déjà le management des ressources des différentes usines. Le potentiel impact qui aurait pu eu lieu, ça c'est un autre exemple, c'est quoi ça? C'est un rançongiciel Malox qui affectait n'importe quelle instance Oracle ou même routeur exposé en ligne. Oui, on expose le routeur, oui, les pare-feux, on a beaucoup de IPsec, de VPN qui se connectent. Le management des pare-feux, on doit l'exposer, beaucoup de fournisseurs qui travaillent dessus. Ça va, on patch? Non. À chaque fois qu'il y a un Forti, un Sophos, un Cisco, un pare-feu qui est exposé en ligne en termes de management pour des raisons d'opérationnalité, il faut bloquer. Ce Shadow IT, on n'arrive jamais à en finir. Ça fait 15 ans qu'on dit « ouais, defense in depth ». Moi, je dis « defense à la bordure »,« defense au niveau de la ligne de départ de l'attaquant ». Et malheureusement, c'est une capture d'écran de Shodan. Pas besoin d'outils hyper sophistiqués pour détecter pour n'importe quelle usine quelles sont les différentes adresses IP ou domaines ou pare-feu ou expositions ERP qui peuvent être attaquées. Et on voit maintenant l'exemple Voltzite. Ça fait 2 semaines, une grande entreprise d'énergie au Canada s'est fait attaquer par Voltzite. Ça faisait 300 jours qu'ils étaient en interne. Avec tous les contrôles in-depth qui étaient en interne, les attaquants ont pu contourner ces contrôles-là. Et leur point d'entrée, c'était quoi? Un routeur SOHO ou une API GIS de gestion de géolocalisation. Donc imaginez, on a tous ces investissements in-depth, des investissements à des millions d'euros pour protéger les ressources internes avec plusieurs niveaux, mais la bordure, on s'en fout. La bordure, ça va, les pare-feux, les SOHO, on va détecter l'attaque lorsqu'elle se passe. Non, il faut commencer à avoir une protection, pas seulement à plusieurs niveaux, avec le niveau externe. 10% de visibilité en externe de plus, 20% de visibilité en externe de plus, ça va réduire la charge de surveillance. Même ce rançongiciel, ce n'était pas notre client. C'était quelqu'un qui nous a contactés pour nous dire « il y a un rançongiciel, mon usine est quasiment fermée, qu'est-ce que je fais ?» On n'a même pas fait l'investigation. Lancer un scan Shodan, pas besoin d'Arkivore même. On leur a dit c'est ça le point d'entrée, c'est l'Oracle qui est exposé. Donc imaginez, pas besoin de même regarder en interne pour savoir comment l'attaque s'est passée. En parlant du GIS et des cloud workloads, powered, AI-powered, l'IA, oui, avec le cloud, on intègre nos robots, on fait la commande, oui, mais lorsqu'on externalise le risque en termes d'industrie, ce n'est pas un risque financier qu'on externalise, on peut toucher la pénalité qu'on avait déjà conditionnée dans notre contrat. C'est un risque physique, c'est un risque, on peut dire, qui peut atteindre à la santé des employés ou
des clients lorsqu'on est dans l'industrie. Le dernier exemple, on surveillait un de nos clients, une surveillance externe. Je reviens au même point, une surveillance externe. On a remarqué que dans le dark web, il y avait un attaquant qui vendait des identifiants pour une solution SaaS de robotique. Et on a détecté que notre client faisait partie de cette solution et le client ne nous avait jamais dit qu'il avait acheté cette solution puisque, ouais, SaaS, ISO, sécurisé, NIS 2, machin, donc je suis sécurisé par défaut. Non, il y avait un leak de mot de passe qui était exposé en ligne et notre client figurait là-dedans. On a directement alerté le client pour changer les mots de passe. Et lorsqu'on a vu les différentes captures d'écran que les attaquants postaient, c'était quoi? C'était des cartographies des différents bus et camions qui étaient en train de faire tout le transport de produits énergétiques. Je ne vais pas dire plus de détails. Et lorsqu'on regarde un petit peu dans le détail, qu'est-ce qu'on pouvait faire à l'aide d'un mot de passe vendu dans le dark web avec le MFA et la session inclus? On pouvait, ou bien, qu'est-ce qui est écrit? Vous arrivez à voir? Qu'est-ce qui est écrit? Engin off, on pouvait démarrer ou éteindre le camion ou rerouter le camion. Donc imaginez tous les accidents, toutes les informations confidentielles de géolocalisation qui pouvaient être vendues à travers cette intrusion spécifique. On revient à VaultSite un petit peu, juste pour donner du contexte. Dans le cas de VaultSite, ils sont restés 300 jours. Ils n'étaient pas intéressés d'éteindre les machines. Peut-être ils voulaient le faire dans le futur proche, mais ils ont vendu pendant 300 jours toutes les données, les géolocalisations, les différents robots, les différents warehouses ou dépôts qu'utilisait cette usine d'énergie. Et on peut parler ici d'un petit peu un aspect géopolitique de vente de ces données critiques lorsqu'on parle de OIV. Dans notre cas, ce n'était pas seulement de la collecte d'informations qui pourraient être vendues, mais aussi un risque à la vie des différents employés et des différentes parties prenantes de cette usine-là. Nous avons encore du temps? Il y a encore 5... Je peux continuer, très bien, parfait. Donc, lorsque nous avons alerté ce fournisseur de SaaS, ils avaient dit, oui, le MFA chez nous, il est mis en place. On leur a dit, attention, c'était un malware, un botlog qui infectait les PC perso même des fournisseurs ou des employés. Puisqu'on sait, lorsque c'est un SaaS, on peut se connecter de notre PC perso. Où le fournisseur, il n'a pas accès à notre AD, notre accès conditionnel, il se connecte de son PC perso. Le botlog va prendre non seulement le mot de passe de l'utilisateur, mais aussi la session. Et on a vu avec l'attaque Evil Jinx, même s'il y a le MFA, ils vont prendre le mot de passe, le MFA, relancer la requête, avoir la session, et puisqu'ils ont l'adresse IP de base, ils pourront duper même Office 365 que c'est la même session qui se répète, refaire un rejeu de session. Donc les attaquants étaient en train de vendre des sessions d'authentification. Donc même le MFA, c'est impossible de bloquer ce type d'attaque, sauf avec le Zero Trust, avec une surveillance continue, parce qu'on ne peut jamais contrôler, on parle toujours de contrôle des tiers, contrôle de la supply chain. C'est un contrôle qu'on va dire un petit peu organisationnel, mais pour vraiment avoir le contrôle, c'est une surveillance en externe, en 24/7, donner l'importance à la surveillance externe, je vais dire, pas plus que la surveillance interne, mais à un niveau un petit peu, je vais dire, relatif, à 20% de la surveillance interne. Parce qu'avec une visibilité externe, on pourra non pas seulement prédire les attaques, mais s'il y a une attaque, on pourra retracer plus facilement. L'exemple du rançongiciel, pas besoin d'une investigation interne, juste un petit scan, on savait comment ça s'est passé. Donc, en quelques mots, notre solution d'Archivore, 20 000 leaks qui ont été prévenus, plus de 100 000 de takedowns par an. Donc, on est en train de surveiller en externe. On n'alerte pas seulement, on fait le takedown des serveurs. On revient au premier slide. On est ici pour démotiver les attaquants. On est ici pour les démunir de leurs moyens. On n'est pas ici seulement pour bloquer l'opportunité, faire l'autruche, mettre la tête dans la terre et puis on se dit « ouais, maintenant on est safe ». Non, on va faire le fight, on va faire l'attaque vers les attaquants, une attaque hyper éthique. On est en train de neutraliser leurs serveurs l'un après l'un jusqu'à ce qu'ils soient démotivés financièrement et même au niveau de leur collaboration avec d'autres attaquants. Donc la surveillance externe, la gestion de surface d'attaque, le Zero Trust est hyper important, aussi important que la surveillance interne. Et aussi, lorsque vous allez lire dans la description de ce talk-là,
j'ai dit qu'en surveillant la surface externe, on gagne du temps et de l'efficacité. Refaire toutes les consolidations, les cloisonnements internes, ça prend beaucoup de temps. C'est toujours, ouais, donc on va changer le pare-feu, on va séparer les robots des machines HMI, de la plateforme de gestion. Oui, mais ça va prendre 2 ans. En attendant ces 2 ans, on ne peut jamais se dire, oui, ça va arriver dans 2 ans, on le fera. Il faut toujours avoir ce type de protection proactive et ça nous fait gagner du temps. Donc, pendant qu'on refait le truc, on sera en train de surveiller, prédire les attaques, prendre des actions de façon qui est effective en termes de coûts et d'efforts jusqu'à ce qu'on puisse vraiment implémenter la sécurité à multiniveau. Tout le monde en parle. Est-ce que quelqu'un a pu vraiment arriver à son but, à son objectif en implémentant tous les cloisonnements qu'il imaginait? On ne pourra jamais arriver à ce niveau parfait. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut étendre la surveillance en dehors du MITRE framework. Tout le monde dit MITRE, 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 MITRE. Et si on faisait le MITRE pré-attaque, avant de faire le attaque, si on fait le pré-attaque, ça va non seulement prédire l'attaque ou la prévenir, mais aussi ça va nous inspirer et nous faciliter la tâche de surveillance en interne. Des questions? Merci à tout le monde. Des questions? Donc, juste pour terminer, 150 000 takedowns cette année. On serait heureux de faire des takedowns pour vous, faire mal aux attaquants. On est au booth D36, démo gratuite si vous le désirez. Et maintenant en partenariat avec Snowpack. Avant, Darkivore, c'était accessible à travers des VPN et du whitelisting assez défini. Maintenant, avec Snowpack, c'est plus facile, du Zero Trust. On applique ce qu'on dit. Practice what you preach. Thank you, guys.